Hello, hello, salut à tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans le podcast Game Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai un invité que vous connaissez bien qui a écrit Doubler votre vitesse de lecture, qui est co-auteur de ce livre. Un invité que j'apprécie énormément, que vous connaissez, qui est Jérôme O'Haraud. Salut Jérôme. Salut Johan, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est justement le sujet du livre, mais également tout ce qu'il y a autour. Ça veut dire comment réussir à doubler sa vitesse de lecture, améliorer sa vitesse d'apprentissage, de concentration, de productivité. Et c'est vrai que le livre, pour l'avoir parcouru et vu comment il était structuré et surtout apprécié pas mal de pépites, j'aime encore une fois l'approche très pratique d'exercices, d'outils concrets. Et puis on travaille autant sur la partie lecture que sur des éléments de gestion du stress, de tout ce qui va toucher un peu à la productivité, vraiment la partie aussi neurosciences avec quelques interviews. Donc j'ai beaucoup aimé comment c'est structuré. On avait fait d'ailleurs un échange il y a quelques semaines, mois de ça, je sais, j'ai plus de notion du temps, sur le management et j'avais promis aux auditeurs de revenir avec Jérôme cette thématique. Alors, forcément, il y en a peut-être qui ne te connaissent pas pour les nouveaux arrivants ou ceux qui te découvrent. Est-ce que tu peux rapidement te présenter? Oui, déjà merci de me réinviter, chez toi. Ça fait toujours plaisir depuis, maintenant plus de 10 ans qu'on se connaît. Oui, Donc oui, ça fait plus de même 12 ans je crois parce qu'on était encore étudiants. tout On à était fait. encore étudiants, on s'était lancé un peu dans la même période et on avait commencé avec, le blogging, l'entrepreneuriat. Et en effet, ça a été mon point de départ et ensuite, je me suis orienté, vraiment sur tout ce qu'on appelle des soft skills, des compétences comportementales. Donc j'ai commencé en donnant des cours en école de commerce, en tant que professeur vacataire et ensuite, j'ai pu publier, plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment aux éditions Duno, qui m'a amené à faire de plus en plus d'interventions pour les grandes entreprises et aujourd'hui, je fais principalement de la conférence, que ce soit pour des grandes institutions publiques ou des grandes entreprises. Donc ça, c'est pour le côté soft skills, leadership management, donc dans le cadre dans lequel on a pu échanger dernièrement avec Clément pour l'autre ouvrage. Et sinon, pour le deuxième aspect qui, je pense, est un peu plus le sujet du jour, c'est tout ce qui touche au sport du cerveau, notamment la lecture rapide et le mind mapping. Et c'est vrai que je suis tombé là-dedans, on va dire, surtout en 2018, un petit peu avant par le biais de mon associé et co-auteur de l'ouvrage, Nicolas Lisiac, et la rencontre avec Tony Buzan, qui est le Oui, créateur du mind mapping. Et en fait, ça m'a embarqué dans cette aventure étant compétiteur moi-même. Et j'ai pu participer au championnat du monde de mind mapping en 2018, obtenu le titre de champion du monde à ce moment-là. Et ça m'a amené à continuer à avancer dans cette direction, à transmettre. Donc beaucoup avec de la formation, de la conférence, le livre maintenant depuis 2023 et aussi l'application mobile également qui est sortie là il y a quelques semaines. Donc voilà pour la rapide présentation. Ça c'est pour le côté pro et côté perso. Je viens de l'île de la Réunion, donc il y a aussi cet atome crochet entre nous aussi venant des dom-toms et aussi le côté arts martiaux. Donc je crois qu'on a tous les deux fait du Shotokan pendant un tout moment, à fait, oui. du karaté Shotokan, mais voilà, je fais un peu de capoeira, je sais que tu en as fait beaucoup plus que moi. Et sinon, en ce moment, moi, mon truc là, c'est le kung-fu Wing Chun. C'est Oui. un peu plus adapté à mon âge aujourd'hui. Oui, puis c'est intéressant parce que tu parles beaucoup de soft skills et c'est vrai que dans les disciplines transversales, les soft skills, ils se transposent. C'est des compétences qu'on peut utiliser aussi dans l'entrepreneuriat, la conférence, et cetera. Surtout dans l'état d'esprit, la respiration. Donc c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, ça me tenait à cœur, surtout plus de 10 ans après qu'on ait fait notre interview. Je me rappelle, j'en parle à chaque fois dans le McDo à New York. C'était en Ouais. mai 2012. Ça fait pile poil 11 ans au moment où on enregistre là. Et, Super. euh, et c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui, moi, je trouve intéressant parce que c'est vrai que ma chaîne YouTube, mon podcast et les contenus que j'ai faits ont été très, très, très connus grâce à mes vidéos sur les livres et mes contenus sur les recommandations de livres. Surtout que j'aimais pas lire. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout lire. Quand j'étais ado, j'aimais pas ça. Et j'ai découvert la lecture plutôt pendant les études. Et c'est vrai que apprendre à lire plus vite, moi en tout cas, ça m'a aidé. Je suis pas au niveau où tu es de lecture rapide, mais déjà, je voulais commencer à introduire en demandant simplement, c'est quoi concrètement la lecture rapide? Parce que là, on parle de doubler sa vitesse de lecture, mais c'est quoi concrètement? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dessus, peut-être que les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est et surtout l'intérêt? Mmh.
Alors, la lecture rapide dont on en parle justement dans cet ouvrage, et ce qu'on transmet, ce n'est pas ce que l'on peut voir qui est très sensationnel, notamment à la télé, la photolecture. C'est-à-dire le fait de feuilleter le livre et que quelque part l'inconscient va, scanner le livre et va faire qu'on va retenir le livre. Alors, ça existe. Moi, personnellement, je ne le pratique pas. Je crois que ça fonctionne sur plusieurs étapes où en fait on doit passer sur le livre à plusieurs reprises dans des états de conscience, et cetera, sur une semaine et à un moment donné, l'inconscient fait le travail. Nous, on n'est pas dans cette dynamique-là. On est sur 2 choses. La première, c'est la lecture intégrale, c'est-à-dire que quand on lit, on va tout lire. Donc, on ne va pas sauter des passages et lire en transversal. On va tout lire, on va augmenter notre vitesse. Donc ça, c'est le premier principe de la lecture rapide. Et le deuxième, c'est que c'est un entraînement. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil où on dit, bah voilà, je vais utiliser l'outil de la lecture rapide et hop, comme ça, c'est bon, j'ai doublé ma vitesse de lecture. Donc, on est sur un entraînement cérébral. Et c'est pour ça qu'on parle d'entraînement de 30 jours. On a un Oui. protocole comme un programme d'entraînement pour, par exemple, les personnes qui voudraient s'entraîner pour pouvoir courir plus vite ou préparer un 10 kilomètres. Eh bien, c'est dans la même dynamique. Et moi, j'utilise beaucoup l'analogie de la course à pied pour la lecture rapide. C'est que c'est sûr que si on ne s'est jamais entraîné, bah, courir, ça va être épuisant. On ne va pas pouvoir courir vite. On va peut-être se faire mal, etc. Bah, pour la lecture rapide, c'est pareil, si on ne s'est jamais entraîné à lire plus rapidement, ça va être épuisant. On ne va pas forcément réussir à le faire et ça ne va rien nous apporter. Donc, la première chose que l'on transmet quand on parle de lecture rapide, c'est que c'est un entraînement et qui veut demander de la répétition, de la persévérance et aussi de nouvelles habitudes. Donc il y a déjà ça. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à s'entraîner et à faire en sorte que notre cerveau est capable de lire beaucoup plus rapidement, alors oui, la lecture rapide, c'est que je prends un livre, je le lis intégralement, mais beaucoup plus vite, avec un guide visuel et qui va permettre de gagner beaucoup de temps. Et là, on va parler, par exemple, en mots par minute, etc. Donc c'est un peu ça dans les grandes lignes de la lecture rapide. D'accord et du coup, la lecture rapide, pour toi, c'est quoi vraiment les avantages et c'est pour qui surtout? Qui, a plus voilà, enfin, il y a des avantages, mais surtout pour qui? Dans quel Oui. contexte? Alors, si on veut commencer par pour qui, bah, déjà, il y a plusieurs types de publics pour plusieurs types de besoins et de situations. Hem, je dirais déjà, bah, pour, par exemple, les entrepreneurs, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment. Eh bien, une des ressources les plus rares et je sais que tu en parles régulièrement dans tes vidéos, eh bien, c'est le temps. Donc c'est pour ça Oui, que pour toi, la productivité, c'est important. Donc bien entendu, si on arrive à lire plus vite, on va gagner beaucoup de temps. Parce que même si ce n'est pas pour lire des livres, en tant qu'entrepreneur, on doit lire de la documentation, on doit lire des emails, on doit lire des articles de blog, on lit constamment quelque part. Donc le fait de pouvoir lire plus vite, eh bien, on va gagner beaucoup de temps. Et j'ai fait un calcul à peu près, on va dire que, imaginons qu'on arrive tout simplement à doubler sa vitesse de lecture et qu'on passe en moyenne, grosso modo, allez, 5 heures par semaine à lire, que ce soit des emails, que ce soit des articles de blog, et cetera. Ça veut dire que par semaine, on peut gagner 2 heures et demie. 2 heures et demie par semaine. Donc c'est pour moi déjà le plus gros avantage, c'est ça, c'est en termes de productivité, en termes de gain de temps, c'est énorme. Et là, on parle que de doubler sa vitesse de lecture. Et par exemple, moi, j'ai commencé allez, je crois que j'étais un peu en dessous de 200 mots par minute. Je crois que j'étais à 180 mots par minute, c'est ce qui est assez lent. Et mais aujourd'hui, je peux lire en français en moyenne à 1000 mots par minute. Donc c'est-à-dire que, bah, je peux gagner, 4 fois plus de temps que originellement, voire même 5 fois plus. Donc c'est énorme. Donc déjà, premier avantage pour les personnes qui veulent gagner du temps par rapport à des lectures professionnelles, par exemple. Ensuite, le deuxième avantage, c'est tout simplement reprendre goût à la lecture. J'étais comme toi, moi, pour moi, la lecture, c'était une punition. J'ai fait prépa, on me dit: «Bah, voilà, bah, il faut lire, Lévi-Strauss, l'anthropologie et cetera». Moi, ça m'a marqué, ça m'a dégoûté. Je me suis dit: «Non, mais moi, j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, j'ai pas envie de les lire». listes lecture D'ailleurs, qu'on peut la lecture faire. rapide, quand on joue aux jeux vidéo et aux jeux, RPG, ça fait gagner du temps aussi, hein, je trouve. Ah oui, surtout dans les jeux où il y a beaucoup de texte, ouais. Ouais. Ah ouais, ça j'ai remarqué ça, donc ça, c'est plutôt avantageux aussi et finalement, rien que le fait de me dire:
bah, tiens, j'ai un livre et je vais pas galérer 4 mois à essayer de le lire et à la fin des 4 mois, j'aurai oublié la moitié. Je sais qu'en une semaine, sans trop forcer, je peux le lire. Bah, ça me donne confiance et bah, finalement, je me dis: «Bah, tiens, je vais relever le défi». Donc au début, il y a un côté un peu aussi, défi. Allez, je me donne le défi de lire un livre en une semaine et après on se prend au jeu. Parce que finalement, on se rend compte que, bah, c'est génial de pouvoir lire, de pouvoir se cultiver, de stimuler son imagination. Donc je dirais que le deuxième avantage, de la lecture rapide, si ce n'est le premier finalement, bah, c'est, bah, de reprendre goût à la lecture et finalement de stimuler et d'avoir les bénéfices de la lecture, sans forcément les bénéfices de la lecture rapide, mais tout simplement les bénéfices de la lecture. Nourrir son esprit, concentration, imagination, très important pour la créativité, pour la mémoire et donc pour moi, c'est le deuxième bénéfice et le troisième bénéfice, c'est quand on s'entraîne à la lecture rapide, on va développer des compétences cognitives comme la concentration, comme la mémoire, comme la flexibilité cognitive et toutes ces compétences sont transversales dans plein de situations différentes. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Donc si j'arrive à mieux me concentrer grâce à la lecture, je vais pouvoir être plus concentré pour faire des vidéos, pour rédiger un email, pour travailler tout simplement. Et la concentration, mine de rien, par rapport à une société dans laquelle nous vivons avec un niveau d'attention qui chute d'année en année, ça devient une ressource précieuse et qui fait la différence. Donc pour moi, c'est ça aussi le troisième bénéfice de l'entraînement à la lecture rapide. D'accord et du coup, là, est-ce qu'il y a des donc tu le conseilles généralement pour qui? C'est plus les bénéfices, mais ça peut être, autant un étudiant qu'un entrepreneur, qu'un salarié. Il y a pas vraiment un profil, particulier pour qui, il y a un intérêt. En gros, c'est quelqu'un qui a envie de se mettre vraiment à la lecture et qui utilise ça veut dire à peu près tout le monde. Enfin, je veux dire dans ceux qui savent déjà et qui peuvent, qui sont en capacité de le faire et qui en ont besoin dans leur évolution et même dans le divertissement et d'ailleurs, c'est une petite question que je voulais te poser, c'est est-ce que même en adoptant la lecture rapide, parce que c'est une objection que je vois souvent, on Ouais. garde le plaisir de lire. Ça revient souvent, tu Ah as ouais, ouais, sûrement dû ça l'avoir souvent celui-là. ouais, souvent on me dit: «Ah mais oui, mais en fait la lecture rapide, ça sert à rien, on retient pas quand on lit vite, moi je lis pour me détendre» et cetera. Donc déjà, donc pour justement par rapport au plaisir, je reprends toujours l'analogie de la voiture de course. Donc, par exemple, quand tu as une vieille 4L, si tu veux rouler à 100 à l'heure, ça va être ultra difficile et ultra inconfortable. Quand tu roules à 50, ça va, être, bruyant et pas forcément confortable, mais tu peux le faire. Bah, pour moi, la lecture rapide, c'est passer de la 4L à la Ferrari. Ouais, parce que Ouais, si on peut faire que x4, autant aller jusqu'à la Ferrari. Mais quand tu as une Ferrari, tu es pas obligé de rouler à 200 partout, en fait. Tu peux rouler à 50, mais à 50, c'est ultra agréable. Même à 80, en fait. À 80, tu as l'impression de rouler ultra lentement. Mais ouais. 80 par rapport à 80 en 4S, c'est pas du tout le même confort. Donc pour moi, la lecture rapide n'enlève pas le plaisir. Au contraire, ça ajoute du confort pour les personnes qui aiment lire. Parce qu'on entraîne nos yeux à aller plus vite, à avoir plus de fluidité. On entraîne le cerveau à absorber l'information. On entraîne l'imagination à être plus vivace, plus vive également. Donc, et c'est pour ça que je sépare aussi, d'ailleurs, ça c'est souvent ce que je dis quand je fais des sessions de formation en lecture rapide, c'est de dissocier la lecture plaisir de l'entraînement à la lecture rapide. C'est comme par exemple quand quelqu'un qui veut s'entraîner à faire de la course à pied, bah, quand tu dis, bah, tiens, tu te prépares un marathon, tu vas pas te mettre tes chaussures de course et tout le temps courir, tu vas sortir, tu vas courir, tu cours tout le temps. Non, c'est, tu vas faire des sessions d'entraînement et après, bah, tu as la vie de tous les jours. Bah, Oui. pour moi, la lecture rapide, c'est la même chose, en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de dissocier les sessions d'entraînement qui vont développer les capacités cognitives, muscler le cerveau pour qu'après, on peut choisir la vitesse à laquelle je veux lire. Donc il y a des situations pour lesquelles, ben, j'ai peut-être pas spécialement envie de lire lentement et même d'ailleurs, ça arrive, hein, je sais pas si ça t'arrive, moi ça m'arrive d'avoir des trucs chiants à lire. J'ai pas spécialement envie de prendre mon temps pour lire ces trucs-là, donc autant aller vite. Et pour les trucs, pour lesquels au contraire, j'ai beaucoup de plaisir, je trouve que c'est super bien écrit et cetera, je vais lire un peu plus lentement, mais ça sera déjà beaucoup plus rapidement que comme auparavant parce que j'aurai beaucoup plus de confort. Donc pour moi, ce n'est pas du tout incompatible. Oui, donc le but, c'est pas et c'est important de passer le message, le but de la lecture rapide, c'est pas de forcément lire tout plus vite, c'est de booster ses capacités pour que parfois on puisse lire vite
et parfois, juste si on a envie de prendre son temps, apprécier le style, mais quoi qu'il arrive, on va avoir une meilleure lecture parce qu'on va peut-être, mieux mémoriser, mieux analyser, mieux, fluidifier sa lecture et c'est vrai que, j'ai remarqué ça dans souvent même on pense lecture que les livres, mais par exemple, on lit beaucoup d'emails, de messages, de sollicitations et moi, en fait, il y a des fois ou même des posts, il y a des personnes qui me montrent des trucs et tout et je dis: «OK» et en fait, ils comprennent pas que j'ai déjà fini de lire. Ils disent: «Mais tu es sûr que tu as lu et tout?» «Oui, oui, j'ai lu» et puis en plus, ils me demandent: «Mais il y a quoi et tout?» «Bah, il y a ça, 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 ça». Parce qu'en fait, j'ai scanné le truc rapidement donc et c'est pour ça d'ailleurs que je déteste les audios. J'ai un peu du mal. Je sais pas, il y a plusieurs écoles, mais moi, les gens qui envoient des audios, j'ai du mal et souvent, je les mets en accéléré justement pour pouvoir, je mets en x2 voire plus, pour, écouter rapidement parce que Ah la non, alors lecture, ça, au moins, tu sur peux petite lire rapidement. parenthèse, sur les Mmh. audios sur WhatsApp, ce qui est assez terrible, c'est que les gens ils disent: «Ouais, ça va aller plus vite», alors que c'est pas du tout le cas et en plus pour retrouver l'information, c'est assez terrible. Oui. Et puis souvent, c'est pas très concis. Il y a toute une introduction, une conclusion et le cœur du message, mais ça, c'est un autre sujet, mais c'était pour donner aussi un exemple, une analogie de, c'est vrai que, la lecture quand on lit vite, c'est pas que des livres, c'est plein, plein, plein d'informations qu'on a partout, même des articles et tout et justement, si on va dans le concret, j'aimerais savoir si tu as au-delà même s'il y a plein de techniques d'entraînement et tout, si là, pour ceux qui veulent commencer et tester, si tu as des petites conseils, astuces là qu'on peut implémenter rapidement pour lire plus vite? Ouais, ouais, plusieurs choses. Déjà par rapport à, pour lire plus rapidement, bah, comme pour, la course à pied, c'est de fixer un objectif. Si tu dis: «Bah, tiens, je me donne mon objectif, c'est de courir 5 kilomètres», bah, tu te conditionnes psychologiquement, voire même physiquement à le faire. Alors que si Oui, tu te dis: «Bah, tiens, je vais courir un peu en dilettante», bah, ça va pas être du tout pareil, en fait. Donc voilà, l'entraînement à la lecture rapide ou si on veut lire plus rapidement, c'est de se dire: «Quel est mon objectif pour cette lecture? Quelle est l'information que j'ai envie de retirer?» Et rien que ça, rien que le fait de fixer un objectif et de fixer une intention va conditionner le cerveau à être concentré. Va pas, le cerveau ne va pas avoir le même niveau d'attention et de concentration s'il a un objectif spécifique que s'il n'y en a pas. Donc déjà, première astuce, c'est de se fixer un objectif d'apprentissage ou un objectif d'information et un objectif de temps. Deuxième astuce, c'est d'être dans cette dynamique de défi. Si par exemple, tu as l'habitude de lire un livre, par exemple, je ne sais pas, 10 pages sans forcer en 10 minutes, bah, donne-toi le défi de le faire en 8. Les petits 20 là oui, qui vont créer la stimulation en fait. Et ça fait énormément de différence. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson, le fait que le cerveau puisse accomplir la même chose avec moins de ressources, mais il va optimiser les ressources. Et donc c'est aussi d'utiliser ce principe. Donc c'est déjà de d'avoir conscience de quelle est la vitesse à laquelle vous lisez et deux, de le challenger. Donc c'est pour ça qu'on fait des calculs de vitesse par mot par minute. Et 3e astuce, c'est vraiment l'un des outils principaux de lecteur rapide que nous on utilise, c'est le guide visuel. À l'école, au CP, naturellement, quand on apprend à lire, on commence à mettre le doigt parce que le cerveau, naturellement, va avoir ce réflexe de guider l'œil pour fluidifier le mouvement oculaire. Mais à un moment donné, on nous dit: «Bah, non, 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 attends, là, maintenant, tu es grand, tu ne lis plus avec le doigt. C'est que les petits qui lisent avec le doigt». Et donc finalement, on nous a empêchés de faire quelque chose qui était naturel pour les yeux. Donc c'est pour ça que, l'idée, c'est de revenir un peu aux sources, à ce qui est naturel pour le cerveau, à savoir d'utiliser un guide visuel, que ce soit un stylo, le doigt et cetera. Et ce guide visuel va non seulement permettre de guider les yeux, mais aussi de fixer la vitesse. Au lieu de forcer les yeux à aller plus vite, eh bien ça va être le doigt qui va dire: «Allez là, tu vas à cette vitesse-là», en fait. Et pour moi, c'est vraiment les 3 leviers, principaux pour lire plus rapidement. Mais après, comme je le disais au tout début, c'est que oui, les astuces vont aider à peut-être augmenter sa vitesse de lecture, mais si on veut vraiment aller plus vite, c'est vraiment de se mettre dans cet état d'esprit d'entraînement. De se dire: «Bah, je vais m'entraîner 10-15 minutes par jour avec, des défis pendant 30 jours, pendant 60 jours pour que j'ai vraiment des bénéfices plus tard. Parce que si on ne fait qu'utiliser ces astuces-là, oui, on va peut-être augmenter de
de 10 à 20% ou 30% sa vitesse de lecture, mais on va pas avoir des performances du type doubler ou tripler sa vitesse. Oui. Bah, c'est un peu comme au sport, hein. Si, on compte que sur des astuces pour devenir plus performant, on sait que c'est de l'entraînement régulier, c'est de l'renforcement musculaire. Donc là, tu as parlé de muscler aussi son cerveau, c'est vraiment l'idée. Et et justement, est-ce qu'il y a à l'opposé peut-être des limites ou peut-être un point qu'on peut pas dépasser? Comment on cadre aussi peut-être, si on est peut-être dans la performance, dans les 20, est-ce qu'il y a des petites limites, que tu connais ou qui sont pas forcément utiles? Oui, alors oui, des limites, déjà, c'est la fatigue. Parce que c'est vrai que quand on commence à s'entraîner, à forcer le cerveau à aller plus vite, bah, ça fatigue le cerveau. Donc c'est pour ça que c'est important, comme tu dis, d'avoir ce mindset de sportif, de sport. Et bah, ce qui est important dans le sport pour faire le développement musculaire, c'est le repos, de pas trop forcer. Donc c'est pour ça qu'on va réduire les temps d'entraînement à des temps d'entraînement courts et d'avoir des moments de repos. Et le repos, c'est pas, par exemple, bah, je vais lire 10 minutes, après je vais aller sur TikTok ou Instagram et je vais scroller. Non, le cerveau est toujours stimulé, il est toujours en train d'être captivé par l'écran. Donc je dirais le repos, ça va être vraiment fermer les yeux, juste concentrer sur sa respiration. Donc c'est pour ça qu'on propose aussi des exercices de respiration, parce que ça permet d'apaiser l'esprit, mais aussi de reposer ses yeux et son cerveau. Donc ça, c'est aussi, important et donc la limite, c'est de ne pas pousser trop loin et de s'écouter, de faire attention à cette fatigue également. Deuxième limite, c'est bah, forcément, on ne va pas lire tous les textes de la même manière. Par exemple, quand je suis préparé pour le championnat du monde en 2018, je pouvais carburer sur des livres de non-fiction, genre entrepreneuriat, business, leadership, développement personnel, parce que mon cerveau était habitué à ce type de lecture. Il y avait le vocabulaire, il y avait souvent bah, quand même les mêmes structures, les mêmes styles qui revenaient. Heu, donc c'était, on va dire, ma zone de confort. Donc forcément, je pouvais aller beaucoup plus vite. Mais pour un championnat, on doit s'entraîner sur des livres de fiction parce que c'est le support qui est utilisé pour les épreuves. Donc là, c'était sortie totale de confort pour mon cerveau parce que, bah, je vais totalement délaisser ce type de lecture et on voit que, bah, le cerveau a tendance à se spécialiser. Donc l'une des limites, c'est justement la super spécialisation ou la spécialisation du cerveau dans des domaines et d'avoir le sentiment de pouvoir lire super vite. Mais si on ne le fait que sur des types de lectures spécifiques, on ne va pas pouvoir transposer ça sur d'autres lectures. Donc c'est pour ça que ma recommandation, c'est de diversifier ces types de lectures avec de la non-fiction, mais aussi de la fiction ou un entre-deux que j'aime beaucoup, par exemple, qui sont les biographies Oui. qui permet d'avoir un peu ce côté storytelling de la fiction, mais aussi d'avoir les insights, les idées, les apprentissages que l'on peut avoir dans la non-fiction. Donc Il je y a dirais que ça, aussi ce les serait parcours, initiatiques, les fictions inspirantes qui peuvent aussi amener ça, ouais. oui, clairement, clairement, clairement. On va dire qu'il y a la réalité, biographie, il y a les, fictions, story-tellé. C'est ça, ouais, oui, oui, donc je dirais il y a aussi cette limite-là. Il y a aussi l'autre limite aussi qui est la limite de vocabulaire tout simplement. C'est, par exemple, moi j'ai encore du mal à faire de la lecture rapide sur des, textes philosophiques. Parce que c'est quand même poussé en termes de vocabulaire, en termes de structure, et cetera. Et le cerveau n'est pas forcément habitué à ce type de lecture. Donc là, ça rejoint la deuxième limite que je viens de citer. C'est aussi ce vocabulaire et on le voit aussi quand on va pratiquer dans d'autres langues. Donc c'est vrai que moi, je lis principalement en anglais, donc mon cerveau commence à s'y habituer. Bien entendu, le français, c'est ma langue maternelle, donc ça allait beaucoup plus vite. Mais en espagnol, même si je suis, plus ou moins fluent, c'est quand même beaucoup plus difficile parce que je n'ai pas autant de vocabulaire. Donc l'une des limites, c'est ça aussi, par rapport à la lecture rapide, je dirais. Très bien. Et justement, je pense que quand on pense lecteur rapide, on a beaucoup parlé de performance, d'aller plus vite et tout. Parfois, on peut aussi avoir ce truc de vouloir, ingurgiter un maximum d'informations, de lire beaucoup de livres, ce qui peut être aussi une limite. On parlait d'intention, il faut qu'il y ait un intérêt, pas juste, accumuler et manger des livres comme Mmh, ça à la chaîne. Alors moi, ça m'est déjà arrivé parfois de faire des marathons de livres parce que par exemple, il y a une thématique sur laquelle je veux vraiment pousser ou avoir de la documentation et là, je vais prendre la lecture rapide pour aller vite, pour préparer une conférence ou un programme, et cetera.
Mais c'est vrai que de façon générale, il y a un problème qui revient beaucoup, c'est gérer l'overdose d'informations. Là, on va élargir un peu par rapport à l'apprentissage, parce que là, on a parlé de lecture, mais si on élargit un peu sur le traitement de l'information, parce que finalement, on lit quoi? Des informations. Je voulais savoir, toi, quel est le conseil que tu donnerais à ceux qui sont face à ce monde dans lequel on est dans une sorte de, bah oui, d'overdose et de surinformation dans tous les sens. On est bombardé d'infos tous les jours. C'est quoi que tu donnerais comme conseil pour gérer ça? Ouais, c'est vrai que Surtout pour les oui, plus le curieux. Il y en fameux a qui aiment bien aussi être curieux et tout et on s'y perd. ah ouais, non, mais c'est clair, mais oui, l'infobésité, qui est aussi C'est ce ça. néologisme qui ressort de ça, oui. En fait, il y a un truc aussi sur la lecture, c'est qu'il y a un côté un peu addictif parce que c'est tellement nourrissant, on se sent tellement bien et aussi une des choses avec la lecture rapide, c'est que, bah, quand on fait la lecture rapide, on lit tout simplement plus et comme on lit plus, bah, on est plus nourri, on entraîne notre cerveau à être habitué à ce type d'apprentissage quelque part qui est la lecture. Mais donc il y a ce côté un peu, derrière, un peu obsessionnel parfois peut-être, où on a envie de lire tout le temps, et cetera. Et je sais que toi aussi tu aimes bien ça quand tu vas dans une bibliothèque, peut-être que tu es un peu comme moi, c'est très difficile de pas avoir des achats compulsifs, heu, Ouais, et je finis dans toujours une avec, ces livres que j'accumule et que je lis après ou que j'oublie, qui sont là. voilà. C'est le pire, c'est que j'ai déjà acheté des livres en français et en anglais, sans savoir que c'était le même livre. Ça, c'est C'est pas mal celui-là. ouais, mais bon. Et et c'est vrai que personnellement, ce qui m'aide par rapport à ça, c'est, de fonctionner par objectif. Un peu comme tu le dis, c'est-à-dire plutôt que d'y aller, à la compulsion, parce que mine de rien, les livres, c'est quand même marketé, donc derrière, il y a la couverture qui nous appelle et cetera. Il y a un message. Donc c'est déjà d'être conscient de ça. Dire: «OK, attends, là, il y a un message marketing qui m'attire. Comment je raisonne par rapport à ça?» Et après, est-ce que c'est aligné avec mes besoins du moment, avec mes objectifs du moment? Donc si en effet, je suis dans une phase, on va dire de business pur, où j'ai envie d'avoir des techniques de marketing, de vente et que je vois des livres dans ce milieu-là et qui m'attirent, je me dis: «OK, bah, c'est aligné avec mes besoins du moment, donc c'est OK». Mais si je suis attiré par autre chose et que je suis dans une phase où j'ai besoin d'être focus et que je manque de temps, bah, plutôt que d'acheter tout de suite, c'est peut-être prendre une photo du livre. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça. Je prends une photo, je dis: «OK, j'oublie pas, le livre est là». Je rassure mon cerveau, je dis: «Non, non, mais t'inquiète, Mmh. je vais pas l'oublier, c'est dans le téléphone, Tu mais la c'est pas le référence. moment». Et pour moi, ça m'aide par rapport à ça, de manière générale avec les livres. Maintenant, sur l'ère de la surinformation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et même de la mésinformation, c'est-à-dire avec les fake news et cetera, bah, je dirais c'est déjà d'être conscient de à quoi on est exposé en termes d'informations tous les jours et de choisir aussi, bah, son exposition aux informations. Donc par exemple, quand je sens que là, j'ai des informations qui me desservent, donc je vais prendre un exemple, la période covid, où, bah, enfin qu'à un moment donné, moi ça m'a en bout de 2 semaines, j'en pouvais plus, je sentais que ça me mettait en bad, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai désinstallé certaines applis et que j'ai tout simplement refusé d'être exposé à ce type d'informations, parce que je sentais que ça m'impactait en termes de santé mentale et cetera. Donc déjà un d'être conscient, 2 donc de ces expositions aux informations, 2 d'être intentionnel, de dire: «OK, bah, qu'est-ce que je choisis comme exposition aux informations?» Et 3 et après être stratégique. Et stratégique, c'est OK, bah, peut-être que je vais pas couper tout, mais me donner des moments dédiés à ça. Me dire: «OK, bon, bah, TikTok, allez, c'est bien, par contre, c'est bien que de telle heure à telle heure». Ou mes emails. Moi, par exemple, j'ai pas du tout j'ai enlevé toutes mes notifications. Il n'y a plus aucune de notification. Donc je suis obligé de faire un acte choisi de je vais sur WhatsApp, je vais dans ma boîte email et le fait de le faire par choix, ça ne me rend pas réactif à ce qui se passe, mais plutôt proactif. Je choisis. Et pour moi, ça, c'est vraiment la clé dans cette société de la surinformation, c'est de sortir de ce chemin mécanique, automatique de la réactivité avec les notifications, tout ce qui me bombarde et que c'est ça qui me fait réagir et qui me met en mouvement, mais plutôt de faire un gros filtre et de me dire qu'est-ce que je choisis, à quel moment et de savoir dans quel état je suis quand je le fais, aussi. Parce que si je sens un peu vulnérable et cetera et que je m'expose à ce type d'informations,
bah, je vais pas être impacté de la même manière que si, je ressors de retraite de yoga, je me sens très bien et cetera. Donc je dirais, c'est vraiment ça pour moi la clé, au-delà des livres, mais de manière générale de, bah, l'ère de la surinformation à laquelle on est aujourd'hui. Et Oui, oui. Vas-y, si vas-y. je veux juste rajouter un truc important, parce que c'est assez nouveau, c'est, l'overdose d'informations, c'est aussi, bah, quand on est overdosé, on va chercher des, shortcuts, Oui. des raccourcis. Et par exemple, ChatGPT, super raccourci pour ça, parce que sur Google, il y a trop d'informations, tu vas sur ChatGPT, tu as le truc synthétisé, mais tu as aussi, bah, en fait, ChatGPT, il dit aussi beaucoup de conneries. Oui. et je dirais là, ce qui est important, c'est pas tomber dans le piège de dire: «Ah bah tiens, si ChatGPT l'a dit, c'est bon», c'est de vérifier ces informations. Toujours fact-checker, toujours vérifier les informations pour, ne pas tomber dans le piège de dire: «Ah bah mince, je l'ai vu donc c'est vrai». Non, ayez de l'esprit critique et on revient aux soft skills. L'esprit critique est hyper important dans cette ère de l'overdose d'informations aussi, pour bien choisir qu'est-ce que l'on prend comme vrai ou pas. Oui, et puis c'est vrai que, c'est très comme tu l'as dit, c'est changer de posture, c'est de redevenir proactif et pas juste réactif. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, on prend tout et puis ça nous met dans les états et comme toi, je sais qu'il y a un moment, les réseaux sociaux, j'étais beaucoup dessus, mais ça me faisait réagir et même parfois de façon inconsciente. Mmh, On avait fait pas mal un sujet, sur la santé mentale dans d'autres podcasts et le problème qui revient beaucoup chez beaucoup de personnes, c'est que, on se met dans une sorte de course inconsciente. C'est-à-dire qu'on voit un tel il fait ça, un tel il fait ça, ah il y a ça qui se passe, il y a une tendance, il y a un truc. T'es toujours dans le FOMO, le fear of missing out. ouais. Je pense que tu connais l'expression, c'est la peur de manquer une opportunité à chaque fois. Et c'est un vrai sujet qui est arrivé beaucoup, qui a été amplifié avec Internet. Et du coup, là, changer de posture, se dire, ok, moi, je reprends le contrôle de mon temps, je check pas mes emails, les réseaux à telle période, je décide de l'information vers laquelle je vais, je mesure aussi mon ressenti par rapport à l'info parce que vous êtes ce que vous consommez. C'est vrai que ça change beaucoup et je crois que nous, pour avoir beaucoup travaillé sur la productivité, pour nous, c'est devenu évident. Mais c'est vrai que quand on voit l'entourage, parfois, on voit d'autres personnes, je me dis, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Donc, c'est important qu'on vous le rappelle. Et pour ceux qui n'ont pas encore mis en pratique, c'est bien de le faire parce que au début, c'est un peu dur parce qu'on est habitué. Il y a un petit shot de dopamine, on y va, on prend l'info. Parfois même, on s'habitue aux petits trucs malsain d'aller un peu, regarder, voyeurisme, se faire un peu du mal parce qu'il y a des sujets qui nous touchent émotionnellement, puis on va aller creuser le truc. C'est l'humain, on est tous comme ça, mais justement, se déconnecter, ça mais on se libère un temps et un espace mental qui est énorme. Et je voulais justement aussi parce qu'on parlait d'overdose d'informations, mais il y a aussi, une notion importante, c'est la concentration, le focus. Et je sais que, même quand on arrive à bien gérer tout ça, ça c'est beaucoup revenu, dans mon audience. Beaucoup me demandent: «Mais Johan, comment on fait pour mieux se concentrer et tout?» Est-ce que tu aurais 2-3 tips à leur donner à ceux qui ont du mal à se concentrer, même pour lire, pour se poser, pour lire quelque chose et rester? Parce qu'on a aussi été habitué à être distrait et à plus rester concentré longtemps. Mmh. C'est une très bonne question et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je travaille encore, parce que je suis encore challengé, Ouais. sur cette compétence-là et quelque chose qui m'a beaucoup aidé, à travailler là-dessus, c'est un autre prisme de lecture de l'humain qui est complémentaire aux soft skills, c'est les intelligences multiples. D'ailleurs, on en parle aussi dans le bouquin et le fait de comprendre que en tant qu'humain, on n'a pas qu'une seule forme d'intelligence, qui est mesurée par le QI, par exemple, le quotient intellectuel, qui mesure principalement l'intelligence logico-mathématique, mais on a d'autres formes d'intelligence, comme par exemple l'intelligence corporelle kinesthésique, qui est pour moi quelque chose de prédominant. Et c'est vrai qu'à l'école, on disait, bah voilà, si tu es bon en maths, bah, tu es intelligent, si tu es bon en sport, tu es un cancre. Donc il y a aussi il y a eu pendant longtemps, en tout cas, cette, vision de, bah, si, tu as une intelligence corporelle kinesthésique, bah, tu es pas intelligent en fait. En fait, si. Et c'est vrai que Howard Gardner, a bien modélisé tout ça et donc l'idée, c'est de comprendre quelles sont nos formes d'intelligence prédominantes et de savoir les mobiliser pour, bah, pouvoir, être concentré. Donc par exemple, donc il y en a 9, hein, il y a l'intelligence logico-mathématique, qui est l'intelligence des chiffres, mais aussi de la logique, la déduction, les process, les plans, et cetera. Il y a l'intelligence verbale linguistique, qui est l'intelligence des mots, l'importance des mots, des phrases, le vocabulaire et les langues étrangères. Il y a l'intelligence visio-spatiale, qui est à la fois l'intelligence de tout ce qui est visuel,
tout ce qui est coloré, avec des formes, et cetera, mais tout ce qui est spatial également, comme par exemple une carte, le fait de se repérer dans l'espace, et cetera. On a ensuite l'intelligence musicale rythmique, qui est à la fois l'intelligence des sons, donc la musicalité, mais aussi le rythme. Et le rythme n'est pas forcément musical. Ça peut être, par exemple, se donner un timer de 20 minutes pour bosser. Ça, c'est Ça, je l'ai aussi bien vu une en forme de rythme. capoeira, ça, cette notion-là. Parce qu'il y Ouais. a de la musique, en même temps du mouvement et parfois, il faut aussi faire des instruments en même temps qu'on chante et en même temps qu'on il y a tout un rythme et tout, c'est impressionnant. Ouais. Oui, donc et justement, il y a des activités comme ça qui vont mobiliser plusieurs formes d'intelligence et quand on est dans nos forces, vont augmenter notre capacité à être concentré. Donc par exemple, pour moi, ce qui domine chez moi, ça va être plutôt corporel kinesthésique. Et quand, par exemple, si je veux lire, c'est plutôt intrapersonnel, c'est-à-dire de ne pas entendre de son, mais réussir à créer ma bulle de concentration. Pour d'autres personnes, ça va pas être ça. Pour d'autres personnes, ça va être interpersonnel, c'est-à-dire d'être dans une bibliothèque, sentir qu'il y a du monde autour, et cetera. Et peut-être aussi, être dans un environnement très stimulant avec des couleurs, et cetera. Donc pour moi, ce qui m'aide à me concentrer, ça va être kinesthésie corporelle, musique rythmique et intrapersonnel. Donc quand je dois lire et que je sais que je dois être concentré, je vais mettre mes écouteurs, je vais mettre de la musique de concentration ou de la techno, parce qu'il y a du rythme, c'est tout, Mmh. tout, tout, tout. Pas de paroles, parce que si vous mettez des paroles, tout de suite, ça sort de la bulle de concentration. Hem, un timer pour me donner un objectif de temps et hem et aussi, voilà, mais pourquoi le kinesthésie corporelle? C'est que le fait de lire avec un guide visuel, par exemple, ça me met du mouvement. Et avec la musique, je peux lire comme ça, en mouvement, me synchroniser avec mon guide visuel et ça me met en état de concentration. Ça me met en état de flow et je dirais que pour, mieux se concentrer, c'est de mieux se connaître. Quelles seraient vos, intelligences de prédilection, vos intelligences multiples les plus fortes? Et ça, on peut avoir des indications sur quels sont mes sports préférés ou quelles sont mes activités préférées. Donc quels sont les moments dans lesquels j'ai plus performé d'un point de vue intellectuel? Oui et puis on Et rentre dans l'état de flow aussi, dans la zone. voilà. On arrive vraiment à être, c'est fluide. Exactement et en identifiant ça, ça va te donner des indices. Par exemple, moi, mes indices, ça a été, les arts martiaux, intrapersonnels, corporels kinesthésiques, les jeux vidéo. Moi, j'étais pas du tout sur les massives online, et cetera. Moi, c'était mon jeu tout seul, et cetera. Donc intrapersonnel aussi. Donc ça, c'est des indicateurs qui m'ont dit: «Si j'arrive à mettre ces ingrédients-là dans mon activité intellectuelle, je vais augmenter mes chances d'être concentré». Super. Non, c'est vraiment intéressant comme approche parce que j'ai toujours vu des conseils sur, comment on peut utiliser des petites techniques, des astuces, mais le fait d'apprendre à aller vraiment à l'introspection de dans quel état et par rapport à nos forces, à nos compétences, à nos formes d'intelligence, ce qui nous amène à mieux nous concentrer, c'est vraiment intéressant et je pense que ça amène une approche, beaucoup plus utile que juste comme on l'a dit, parfois les trucs et astuces, c'est bien, mais se connaître, utiliser ses forces et s'entraîner, c'est encore mieux. Mmh Parce que c'est plus et fluide parce que ouais, oui. Mmh. Mais les astuces, ça peut aussi donner indices. Dire: «Tiens, j'ai testé Oui, ce truc-là», donc c'est pour ça qu'il faut utiliser les astuces. Moi, je recommande je partage beaucoup d'astuces, mais toujours avec un esprit critique. Je dis: oui, «Je teste ça». expérimenter. Mmh, Exactement. Est-ce que ça a marché pour moi? Si ça n'a pas marché pour moi, OK, peut-être que j'ai testé autre chose et c'est comme ça qu'on va avoir les indicateurs de qu'est-ce qui marche pour moi et faire ma propre recette, en fait. ouais et en parlant de propres recettes, je suis très curieux, dans la dernière ligne droite de cet échange, que tu partages, si tu peux simplifier, comment tu te formes? Comment tu apprends? Parce que j'aime bien aussi donner justement pour que vous puissiez vous inspirer de là, je parle vraiment de toi, hein, ton process, parce que je trouve ça intéressant, surtout pour un champion du monde de mind mapping, expert en soft skills, passionné, multidiscipline. Je voudrais savoir comment tu te formes aujourd'hui? C'est quoi ton process là pour, booster justement tes skills, donc soft Mmh. comme hard? Je vais prendre un exemple pour ça, c'est, par exemple, l'apprentissage d'une langue. Oui, L'apprentissage d'une langue, moi, si je me dis demain: «Allez, je me mets à Duolingo pour apprendre telle langue», j'ai testé, ça marche pas trop. Je vais faire ça pendant une semaine, après, je vais, repasser à autre chose. Hem, Par contre, si je sais que je vais voyager au Pérou de telle date à telle date et que je dois parler espagnol, là, c'est différent parce que j'ai un objectif.
Donc, je commence toujours par la fin, en fait, l'objectif. En quoi ça va m'être utile? Avec une échéance. C'est-à-dire, c'est pas juste un objectif de vie, genre une bucket list ou c'est une date. J'ai l'avion qui décolle à telle date et j'atterris à telle date et à cette date-là, il faut que je sois opérationnel. Donc, c'était la même chose pour la préparation au championnat du monde de mapping en 2018. Bah, pour que je m'y mette, c'est que j'avais la date, en fait. Donc, un objectif daté dans lequel j'arrive à me projeter. C'est vraiment c'est pas juste, «Ah bah oui, j'ai ça, donc ce serait bien que» non, c'est je me vois arriver, parler aux gens, me débrouiller, j'arrive à me projeter. Donc c'est je sais qu'est-ce que je dois faire et quand et où. Donc ça, c'est mon point de départ en fait, la fin. Et ensuite, je me pose la question, «OK, bah, qu'est-ce que je dois mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir faire ça à telle date?» Et donc là, je me crée mon habitude. Donc je fonctionne plutôt que de fonctionner par, on va dire objectif mensuel et cetera. Dans mes processus d'apprentissage, surtout dans des défis de ce type-là, je fonctionne plutôt par habitude. Et donc me dire: «OK, bah, pour que je puisse parler, couramment, en espagnol à ce moment-là, il faudrait que je pratique tous les matins de telle heure à telle heure Duolingo. Ensuite, que je dois regarder, quand je regarde la télé, eh bien, au lieu de regarder, les mangas en japonais et cetera, bah, c'est une fois par semaine regarder tel programme en espagnol, Les telenovelas en VO. par exemple, voilà. Regarder en VO et avec les sous-titres en VO Ouais, aussi. Ça, mais ça m'aide beaucoup pour bah, justement, en termes d'intelligence multiple, j'ai l'audiovisuel, mais j'ai aussi le verbo-linguistique. Donc ça m'aide aussi en termes d'apprentissage pour le cerveau. Et donc voilà, je me crée des habitudes et je fais des points un peu intermédiaires, par exemple, 1 fois par mois. Je dis: «OK, bah, où j'en suis? Est-ce que je suis content de ma progression? Si oui, je continue, sinon qu'est-ce que je dois changer?» Et ça, c'est vraiment mon processus quand je veux apprendre, notamment pour une langue, mais pour, tout en fait, sur le long terme en tout cas. d'accord. Donc en gros, voilà, c'est avoir un objectif, fixer une routine d'entraînement, pratiquer, le faire de façon intentionnelle et puis surtout arriver à la deadline, pour être opérationnel le plus vite possible et Voilà continuer de et pratiquer. essayer de mettre le plus possible dans mon quotidien, au-delà de la routine, cet élément-là que j'ai envie d'apprendre. Oui, Donc, dès que j'ai l'opportunité par exemple, là pour la musique, mettre plus de reggaeton que, de ce que j'ai l'habitude d'écouter. Donc c'est vraiment essayer de me conditionner le plus mmh, possible de ce truc que j'ai envie d'apprendre pour que mentalement je suis déjà dedans en fait. ouais. Bah, surtout qu'il y a on a pris l'exemple de la langue, mais il y a rien de mieux que l'immersion. C'est vrai que, j'ai vraiment appris à parler anglais couramment quand j'ai été, pendant mes études dans les stages anglophones et on a beau préparer et tout, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, là, on est Ouais, obligé, on n'a plus le choix et la pratique, on se met même à penser dans la langue mmh. et le retour dans à l'inverse, c'est difficile parce que là, j'ai commencé à faire des contenus en anglais et c'est vrai que, j'ai l'impression de repartir de zéro sur faire des vidéos, alors que j'en fais depuis, 2012. Ouais. Donc c'est comme quoi l'exercice on parlait de vocabulaire tout à l'heure, quand on change de langue, on a l'impression de ouais, ça le cerveau fonctionne différemment, donc le fait de s'immerger, d'écouter des trucs, dans la langue et tout, ça aide beaucoup Mmh. et je suppose que tu fais ça aussi, par exemple, si tu dois développer une compétence, par exemple, tu fais beaucoup de conférences. Est-ce que pour la conférence, tu as appliqué ce process aussi, notamment d'entraînement? Est-ce que, par exemple, pour la prise de parole, est-ce que tu t'es entraîné? Comment tu l'as intégré dans ton quotidien pour la prise de parole? Alors pour la prise de parole, ça a été clairement les vidéos qui m'ont Ouais. le plus aidé. Donc Des vidéos de ce qui est bien conférences? avec pardon? Des vidéos de conférences que tu regardais? Ou c'est les vidéos que Non, tu non, que je faisais? faisais. C'est-à-dire Que tu que faisais? OK. ouais, en fait, par exemple, si je fais une conférence sur un sujet un peu nouveau pour moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu les thématiques que j'ai envie de traiter, que j'ai validées avec le client Oui. et je vais faire des petites vidéos courtes pour tester un peu la thématique, comment ça atterrit et voir comment j'arrive à m'exprimer dessus. Mmh. Et Ouais. pour moi, c'est vraiment le meilleur format. La vidéo et les webinaires, parce que ce qui était intéressant avec les webinaires ou les interviews comme aujourd'hui, c'est que c'est du one shot. C'est Oui. paf, sans Là, tu préparation, peux sans pas te coupure, planter. hop, Enfin, exactement. tu peux te planter, mais ça passe beaucoup moins bien. Bah, Alors tu que la te vidéo, plantes, mais tu effectivement, dois assumer en tu peux fait, comme en montrer. conférence, hein, parce que ça C'est peut ça, arriver de te planter. Bah, oui c'est comment j'assume le plantage et comment et je ça fait rebondis. partie de l'exercice, savoir se Mmh. planter et rebondir, en rigoler, enfin, utiliser ça. Exactement. Donc quelque part, je m'entraîne dans les conditions les plus proches du réel pour Oui. pouvoir être performant par rapport à mon objectif. Donc là, on est
sur l'apprentissage, mais plus sur l'apprentissage de compétences que de l'apprentissage de savoir. Donc Oui, c'est un peu différent mais ça se rejoint quand même sur le fait de créer les conditions les plus proches du réel pour moi, c'était vraiment ça. Et quand on fait par exemple, si je veux progresser en prise de parole publique, je vais surtout me mettre en pratique. Je vais m'observer, regarder les replays, voir qu'est-ce que je peux améliorer, mais aussi demander du feedback. Parce que, oui, c'est vrai que quand on est en autodidacte, on a l'impression qu'il faut quand on est autodidacte, c'est nous tout seuls, dans notre coin. En fait, non, c'est pas ça autodidacte. C'est oui. aussi profiter de l'intelligence collective et oser demander des feedbacks. Surtout C'est ultra important. Même si ça fait peur, mais ça fait ouais, tellement avancer, ça fait la diff. Je sais que j'ai beaucoup de conférenciers professionnels qui m'ont dit que le meilleur public pour tester une conférence, ce sont les ados. Parce que c'est le public le plus impitoyable. Et parfois, c'est avec leurs enfants quand ils sont assez âgés, enfin ils sont ados. Parfois, c'est avec, des ados, ils essaient une conférence pour voir s'ils arrivent à capter l'attention et comment ça se passe. Et au-delà des feedbacks, professionnels, il y a aussi le feedback de garder l'attention et ça, je sais que, moi, j'ai essayé de faire ce crash test, d'intervention dans des écoles et tout et qu'est-ce que ça m'a fait flipper et pourtant, j'avais déjà une expérience en conférence. J'étais déjà très bon en compétences, mais là, j'ai l'impression de passer dans une dimension de je sais qu'ils sont impitoyables. Je sais que là, en fait, il va falloir passer à un autre niveau. Et finalement, au début, ça a été dur, mais après, on rentre dedans et on voit quelles sont les ficelles à utiliser et puis on peut les utiliser après dans le contenu web. Donc, c'est vraiment intéressant à voir. ouais, j'ai vécu ça, il y a pas très longtemps, j'ai fait une intervention d'ailleurs pour un collège en Martinique, d'ailleurs. Ah ouais. Oh, ils sont Heu, durs. Les collégiens aux Antilles. Oh là 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 là. Oh, mais ça s'est super bien passé et oh mais justement, c'est ça qui est ça a cool. été, pour moi tellement, j'étais ultra reconnaissant, tellement en gratitude que c'est plus que je me suis dit: «Ouais, si ça a fonctionné là, Ah mais c'est clair parce que c'est je avec peux te des dire jeunes, qu'ils c'est sont top», tu durs, hein. vois? Ils sont durs. Mmh. S'il y en a qui voient, ils vont dire: «Mais de quoi tu parles et tout, tu méchant avec les tiens». Mais non, mais c'est vrai parce que c'est enfin déjà le collège, je crois que c'est les pires classes chez les ados parce que c'est les là où ils sont un peu ils restent plus en place et tout. Mais non après, quand c'est bien amené et tout, ils sont ultra bienveillants et c'est cool. Et je voulais savoir, donc si on a bien compris, vous avez compris, même si on a un petit peu bifurqué, en gros, mettez-vous le plus dans les situations similaires à l'entraînement que vous voulez avoir. Pour finir, je voulais savoir si tu as des on parlait de sources, de filtres et tout. Est-ce que tu as peut-être des sources que tu aimes bien, des outils que tu utilises au quotidien ou des références qui pourraient, peut-être, plaire, aux personnes qui nous suivent? Alors en termes de alors pour la lecture rapide, alors c'est peut-être de l'autopromotion, mais ouais, on a notre application, qu'on a créée, qui est sortie, ça nous a pris plus de 2 ans à la créer, donc c'est pour ça Ouais. que c'est la fierté du moment. Qui Mmh. s'appelle NeoBoost et qui permet d'utiliser le protocole de 30 jours, justement pour développer sa vitesse de lecture, de lecture à travers l'application. Après, en termes de ressources pour l'apprentissage, même, il y en a plein. Moi, j'aime beaucoup, TED parce que, Ouais. en fait, tu as plein de conférences et cetera. Mais pour moi, la vraie nouveauté en termes d'apprentissage, c'est parce que oui, quand on lit beaucoup, mais il faut, à un moment donné, surtout si on achète et cetera, il faut avoir le budget qui suit. Ça devient commencer à devenir un sacré budget et en fait, je me suis mis à je me suis remis à la médiathèque de quartier, mais en fait, sur le téléphone et j'ai, plein de ressources gratuites, de livres audio et cetera, grâce à cette appli l'appli s'appelle Libby, donc ça s'écrit alors je sais au Royaume-Uni, après je pense que ça doit aussi exister en France, Libby. Mais sinon, peut-être aller sur le site de votre médiathèque ou d'autres librairies, hem, près de chez vous Ouais, faut voir et pour en la fait, France. ouais et ensuite, voilà, avec un abonnement, on peut avoir accès à une quantité de livres et d'audiobooks, assez incroyables. Sinon, il y a aussi le site gutenberg.org qui est pas mal pour, nous, on l'utilise pour préparer nos équipes au championnat du monde de lecture rapide parce que c'est tout ce qui est livre en libre de droit, D'accord, OK. en format PDF, en format liseuse et cetera. Donc ça, c'est un site que j'aime beaucoup également. Hem, Après il y a vraiment de choses, mais et après oui, tout ce qui est MOOC et cetera, comme Coursera, c'est un peu des incontournables aussi pour apprendre. Mais en termes de lecture, pour moi, c'est vraiment ça, moi, mes recommandations, de mon côté.
Bah, super, merci beaucoup. Est-ce que tu as une petite actu de là en ce moment où là on peut te retrouver, un message que, soit qui est chaud, soit, plus global, où ceux qui nous écoutent peuvent te retrouver? OK. Bah, le message chaud, c'est, l'application NeoBoost, et sinon pour me retrouver, bah, ça va être sur mon site, hein, jérôme-waro.com ou sur LinkedIn. J'utilise beaucoup LinkedIn, OK. également. Donc, voilà, ce sera toujours un plaisir de pouvoir échanger avec des lecteurs ou des personnes qui sont passionnées par la lecture rapide. Bah, n'hésitez surtout pas. Bah, super, bah, écoute Jérôme, merci beaucoup. C'est toujours très riche, toujours agréable malgré toutes ces années, d'échanges, on en apprend encore beaucoup donc c'est top. Merci à toi. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dont on a parlé, les références, dans le descriptif, donc n'hésitez pas à aller voir et puis, bah, je te remercie et puis je te dis à très bientôt pour peut-être d'autres sujets et puis, je te souhaite plein de succès dans ce que tu entreprends. Merci beaucoup à toi, c'est toujours un plaisir et avec grand plaisir pour une prochaine fois. Merci. Merci, ciao, ciao, à très bientôt.